L'homme que l'histoire connaît sous le nom d'Alfredo Stroessner est né le 3 novembre 1912 à Encarnación, une ville située au sud-est du Paraguay, sur les rives du fleuve Paraná qui marque la frontière avec l'Argentine. Contrairement à d'autres dictateurs latino-américains dont les origines sont enveloppées de mystères ou de contradictions, les circonstances de la naissance de Stroessner sont bien documentées, bien qu'il se soit lui-même chargé de mythifier certains aspects de son histoire personnelle afin de construire l'image d'un chef prédestiné à gouverner le Paraguay. Son père, Hugo Stroessner, était un immigrant allemand originaire de Bavière, arrivé au Paraguay à la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'une vague migratoire européenne en quête de nouvelles opportunités en Amérique du Sud. Hugo travaillait comme comptable dans une brasserie locale, un métier modeste mais respectable qui plaçait la famille dans la classe moyenne provinciale. Sa mère, Heriberta Matiauda, était une Paraguayenne d'ascendance créole, ce qui conférait à Alfredo une identité métisse qu'il utiliserait plus tard politiquement pour se présenter comme un authentique fils de la terre paraguayenne. L'enfance de Stroessner s'est déroulée dans un Paraguay qui se remettait encore de l'une des catastrophes démographiques les plus dévastatrices de l'histoire latino-américaine. La guerre de la Triple Alliance, menée entre 1864 et 1870, avait opposé le Paraguay à la coalition formée par l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Le résultat fut apocalyptique pour le Paraguay. Selon certaines estimations, le pays perdit jusqu'à 90% de sa population masculine adulte, ainsi que de vastes étendues de territoire. Cette guerre marqua profondément la psychologie nationale paraguayenne, créant un sentiment de victimisation et un nationalisme défensif que Stroessner exploiterait habilement des décennies plus tard. Pour comprendre la vie de Stroessner et le régime qu'il finirait par établir, il est essentiel d'explorer l'histoire du Paraguay en tant que nation indépendante et les particularités qui la distinguent du reste de l'Amérique latine. Le Paraguay avait été l'une des premières colonies espagnoles à déclarer son indépendance en 1811, mais sa trajectoire ultérieure fut radicalement différente de celle de ses voisins. Durant les premières décennies d'indépendance, le Paraguay fut gouverné par le docteur José Gaspar Rodríguez de Francia, surnommé El Supremo, qui établit un régime autoritaire isolant complètement le pays du monde extérieur. Francia gouverna de 1814 jusqu'à sa mort en 1840, créant un État autarcique où le commerce extérieur était strictement contrôlé et les étrangers pratiquement interdits d'entrer sur le territoire. Cette période d'isolement laissa une empreinte durable sur la culture politique paraguayenne, normalisant l'autoritarisme et le gouvernement d'un seul homme. Après la mort de Francia, le Paraguay fut gouverné par Carlos Antonio López, puis par son fils Francisco Solano López, qui entraînerait le pays dans la désastreuse guerre de la Triple Alliance. La défaite dans cette guerre ne dévasta pas seulement démographiquement le pays, mais le plongea aussi dans des décennies d'instabilité politique, de coups d'État et de conflits entre factions rivales. Entre 1870 et 1954, le Paraguay eut plus de 40 présidents, dont beaucoup furent renversés violemment. Le jeune Alfredo Stroessner grandit dans ce climat d'instabilité chronique. Sa scolarité primaire et secondaire se déroula sans incident notable à Encarnación, où il était connu comme un élève discipliné, sans être particulièrement brillant. Dès son plus jeune âge, il montra une fascination pour le domaine militaire, passant des heures à observer les défilés et exercices des garnisons locales. Cette fascination allait déterminer le cours de sa vie. En 1929, à 16 ans, Stroessner intégra l'école militaire d'Asunción, la principale institution de formation des officiers de l'armée paraguayenne. Son entrée coïncida avec une tension croissante entre le Paraguay et la Bolivie pour le contrôle du Chaco boréal, une vaste région semi-aride que les deux pays revendiquaient et que l'on croyait riche en pétrole. Ce différend territorial déboucherait sur la guerre du Chaco, le conflit armé le plus sanglant d'Amérique du Sud au XXe siècle. La formation militaire de Stroessner fut interrompue par l'éclatement de la guerre en 1932. Bien qu'encore cadet, il fut envoyé au front comme sous-lieutenant d'artillerie. La guerre du Chaco fut un conflit brutal, mené dans des conditions extrêmes de chaleur, de soif et de maladies tropicales. Environ 100 000 soldats moururent dans les deux camps, la plupart non pas au combat direct mais de déshydratation, de maladies et des terribles conditions du terrain. Stroessner fit preuve de courage et de compétence pendant la guerre, gravissant rapidement les échelons militaires. Lorsque le conflit prit fin en 1935, avec une victoire paraguayenne assurant la majeure partie du territoire disputé, Stroessner avait atteint le grade de lieutenant et s'était forgé une réputation d'officier capable et impitoyable. L'expérience de la guerre lui procura également des relations précieuses au sein du corps des officiers, des liens qu'il cultiverait soigneusement au cours des décennies suivantes. Les années qui suivirent la guerre du Chaco furent d'une extrême turbulence politique au Paraguay. Les vétérans de guerre, qui avaient tout sacrifié pour leur pays, revinrent pour trouver une nation appauvrie, gouvernée par la même élite corrompue de toujours. Le mécontentement militaire était palpable, et en février 1936,
Un coup d'État mené par le colonel Rafael Franco renversa le président Eusebio Ayala. Ce fut le premier d'une série de coups d'État qui marqueraient les 2 décennies suivantes de l'histoire paraguayenne. Stroessner navigua habilement à travers ces années turbulentes, se tenant généralement à l'écart des conspirations les plus risquées tout en continuant de gravir la hiérarchie militaire. Il fut promu capitaine en 1936, commandant en 1940 et lieutenant-colonel en 1946. Durant cette période, il compléta également des études supplémentaires en artillerie et en logistique, se spécialisant dans l'arme qui lui avait valu ses premiers lauriers pendant la guerre. Un moment crucial dans la carrière de Stroessner survint en 1947, lorsque le Paraguay fut secoué par une guerre civile entre factions du Parti Colorado et du Parti libéral, compliquée davantage par l'intervention de groupes révolutionnaires. Stroessner, qui était alors commandant d'artillerie, joua un rôle décisif dans la victoire de la faction coloradiste. Sa capacité à positionner stratégiquement son artillerie et sa disposition à user de la force sans hésitation lui valurent la reconnaissance du président Higinio Morinigo et, plus important encore, de l'aile dominante du Parti Colorado. La guerre civile de 1947 eut des conséquences durables pour le Paraguay. Le Parti libéral fut effectivement détruit en tant que force politique, et le Parti Colorado émergea comme le parti hégémonique qui dominerait la politique paraguayenne pour le reste du siècle. Cependant, la victoire coloradiste n'apporta pas la stabilité. Entre 1948 et 1954, le Paraguay eut 6 présidents différents, aucun d'entre eux ne parvenant à achever son mandat constitutionnel. Durant ces années de chaos, Stroessner continua d'accumuler pouvoir et influence. En 1948, il fut nommé commandant de l'artillerie des forces armées, un poste qui lui donnait le contrôle sur l'une des composantes les plus importantes de l'armée paraguayenne. En 1951, il atteignit le grade de général de brigade, devenant l'un des officiers les plus jeunes à atteindre ce rang. À cette époque, il était largement reconnu comme l'un des hommes les plus puissants du pays, bien qu'il n'occupât encore aucune fonction politique officielle. L'ascension de Stroessner vers le pouvoir suprême se produisit dans le contexte d'une crise politique particulièrement aiguë. En 1954, le président Federico Chávez, un politicien coloradiste modéré, tenta de réduire l'influence de l'armée dans les affaires politiques. Cela provoqua la colère des secteurs les plus conservateurs du Parti Colorado et du haut commandement militaire. Le 4 mai 1954, Stroessner mena un coup d'État qui renversa Chávez avec une résistance minimale. Le coup d'État fut exécuté avec une précision militaire. Les unités loyales à Stroessner occupèrent les points stratégiques d'Asunción, y compris le palais présidentiel, les stations de radio et les centraux téléphoniques. Chávez fut arrêté puis exilé. En quelques heures, Stroessner avait pris le contrôle effectif du pays. Il avait 41 ans. Dans un premier temps, Stroessner se présenta comme un restaurateur de l'ordre constitutionnel, promettant des élections libres et un retour à la normalité démocratique. Le 15 août 1954, il prit formellement la présidence à l'issue d'élections où il fut le seul candidat. Cette mascarade électorale établit le schéma qui se répéterait tous les 5 ans durant les 3 décennies suivantes. Des élections régulières où Stroessner était réélu avec des marges absurdement élevées, tandis que l'opposition était intimidée, exilée ou tout simplement interdite de participation. Durant ses premières années au pouvoir, Stroessner se consacra à consolider son contrôle sur toutes les institutions de l'État paraguayen. L'armée, qui avait été sa base de pouvoir initiale, fut purgée de tout officier susceptible de représenter une menace. Les commandants loyaux furent récompensés par des promotions et des privilèges, tandis que ceux soupçonnés de déloyauté furent mis à la retraite, emprisonnés ou, dans certains cas, assassinés. Le Parti Colorado fut transformé en un instrument de contrôle social plutôt qu'en un parti politique traditionnel. L'affiliation au parti devint une condition pour obtenir un emploi public, accéder aux services gouvernementaux ou même effectuer des démarches administratives basiques. Cette coloradisation de la société paraguayenne créa un système de clientélisme et de dépendance qui liait des millions de Paraguayens au régime. Ceux qui refusaient de s'affilier se retrouvaient marginalisés économiquement et socialement. Le système de contrôle établi par Stroessner comportait plusieurs strates. Au sommet se trouvait le dictateur lui-même, qui prenait personnellement toutes les décisions importantes. En dessous se trouvait un cercle restreint de collaborateurs, principalement des généraux de l'armée et des dirigeants du Parti Colorado, qui exécutaient ses ordres et profitaient généreusement du système. Plus bas se trouvaient les cadres intermédiaires du parti, les fonctionnaires publics et les informateurs qui surveillaient la population dans chaque quartier, ville et village du pays. La police secrète de Stroessner, connue sous le nom de la Technica ou Direction nationale des affaires techniques, devint le principal instrument de répression. Dirigée pendant de nombreuses années par Pastor Coronel, un homme de confiance absolue du dictateur, la Technica se spécialisait dans la surveillance, la détention, la torture et l'interrogatoire d'opposants réels ou imaginaires. Ces méthodes comprenaient la picana électrique, le simulacre de noyade,
les passages à tabac systématiques et la privation sensorielle, techniques qu'elle partageait et perfectionnait en coopération avec d'autres dictatures du cône sud. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette incroyable histoire et davantage de contenu sur les dictateurs les plus impitoyables de l'histoire. Une des caractéristiques les plus marquantes du régime de Stroessner fut sa capacité à combiner répression brutale et façade de légalité et de normalité. Contrairement à d'autres dictatures latino-américaines qui suspendaient ouvertement les constitutions et gouvernaient par décret, Stroessner maintint les formes démocratiques tout en les vidant de tout contenu réel. Le Congrès continuait de fonctionner, mais uniquement pour approuver automatiquement les propositions de l'exécutif. Le pouvoir judiciaire existait, mais était complètement subordonné au dictateur. Les élections se tenaient ponctuellement, mais les résultats étaient prédéterminés. Cette façade de l'égalité avait des objectifs tant internes qu'externes. En interne, elle permettait à de nombreux Paraguayens de se convaincre qu'ils vivaient dans une démocratie imparfaite plutôt que dans une dictature, facilitant ainsi une collaboration passive avec le régime. En externe, elle offrait aux alliés internationaux de Stroessner, en particulier les États-Unis, une couverture pour justifier leur soutien à un régime anticommuniste durant la guerre froide. La relation de Stroessner avec les États-Unis fut fondamentale pour la survie et la consolidation de son régime. Dès le début, le dictateur paraguayen se positionna comme un allié inconditionnel de Washington dans la lutte contre le communisme. Le Paraguay votait systématiquement aux côtés des États-Unis aux Nations Unies et dans d'autres forums internationaux, et Stroessner offrait rhétoriquement son soutien à toute intervention anticommuniste que les États-Unis souhaiteraient entreprendre dans la région. En échange de cette loyauté, le Paraguay reçut une aide économique et militaire américaine considérable durant les décennies 1950 et 1960. Des conseillers militaires américains entraînaient l'armée paraguayenne et la Central Intelligence Agency entretenait une relation étroite avec les services de sécurité du régime. Cette alliance offrait à Stroessner une protection contre toute pression internationale significative concernant ces violations des droits humains. L'économie paraguayenne sous Stroessner se caractérisait par un mélange de corruption systématique, de développement inégal et de dépendance à des activités illégales ou semi-légales. La contrebande devint l'un des piliers de l'économie nationale. Le Paraguay importait des marchandises exemptes de taxes et les réexportait illégalement vers les pays voisins, notamment le Brésil et l'Argentine. Cette activité générait d'énormes profits pour les hauts fonctionnaires du régime, qui contrôlaient les réseaux de contrebande, tout en fournissant un emploi à des milliers de Paraguayens aux échelons les plus bas de la chaîne. Le dictateur supervisait personnellement et profitait de ces réseaux de corruption. On estime que Stroessner accumula une fortune personnelle de plusieurs centaines de millions de dollars durant ses décennies au pouvoir, bien que l'ampleur exacte de sa richesse n'ait jamais été déterminée avec précision. Ses proches et collaborateurs s'enrichirent également énormément, créant une oligarchie de nouveaux riches dont la prospérité dépendait entièrement de la continuité du régime. La structure sociale paraguayenne connut des transformations significatives sous Stroessner, sans que cela profite nécessairement à la majorité de la population. L'élite terrienne traditionnelle conserva sa position privilégiée, tandis qu'émergeait une nouvelle classe d'entrepreneurs et de fonctionnaires liés au régime. À la base de la pyramide, les paysans continuaient de vivre dans une extrême pauvreté, sans accès à la terre, à l'éducation ou à des services de santé adéquats. La politique agraire du régime favorisa systématiquement les grands propriétaires et les colons brésiliens venus au pays en quête de terres bon marché. De vastes étendues de terres publiques furent distribuées entre amis du régime ou vendues à des prix dérisoires à des acheteurs étrangers. Des milliers de familles paysannes paraguayennes furent déplacées de leurs terres ancestrales pour faire place à l'agriculture commerciale à grande échelle, notamment la culture du soja, qui commencerait à dominer l'économie paraguayenne dans les dernières décennies du régime. La répression politique sous Stroessner fut constante mais variable en intensité selon les circonstances. Les périodes de répression la plus forte coïncidaient généralement avec des moments de crise ou de défi au régime. Dans ces moments-là, les arrestations massives, la torture et les disparitions se multipliaient. Dans les périodes plus calmes, le régime se contentait d'une surveillance constante et d'une répression plus sélective visant les militants les plus visibles. Les méthodes de contrôle incluaient non seulement la violence directe, mais aussi des mécanismes d'intimidation plus subtils. La menace de perdre son emploi, d'être exclu des services publics, de voir des proches subir des représailles, suffisait à maintenir dans le rang la majorité de la population. La peur imprégnait toute la société paraguayenne et l'autocensure devint un mécanisme de survie. L'opposition à Stroessner existait, mais elle fut systématiquement écrasée ou neutralisée. Le Parti libéral, rival traditionnel du Parti Colorado, fut interdit pendant de longues périodes et ses dirigeants envoyés en exil ou emprisonnés. Les mouvements de gauche furent persécutés avec un acharnement particulier,
et toute activité pouvant être interprétée comme communiste était punie avec la plus grande sévérité. Les syndicats furent cooptés ou détruits, et l'activité étudiante étroitement surveillée. L'Église catholique, traditionnellement puissante au Paraguay, entretint une relation complexe avec le régime. Dans les premières années, la hiérarchie ecclésiastique eut tendance à soutenir Stroessner comme rempart contre le communisme. Cependant, à partir des années 1970, influencé par la théologie de la libération et les nouveaux courants issus du Concile Vatican II, des secteurs importants de l'Église commencèrent à prendre leur distance avec le régime et à dénoncer ses abus. Cette opposition ecclésiastique croissante représenterait l'un des rares espaces de résistance tolérés, non sans persécution des prêtres et religieux considérés comme subversifs. Un élément particulièrement sinistre du régime de Stroessner fut sa participation à l'opération Condor, le réseau de coopération répressive établi dans les années 1970 entre les dictatures du cône sud, Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Bolivie et Paraguay. Cette opération permettait aux services de sécurité de ces pays de coordonner la persécution d'opposants au-delà des frontières nationales. Des dissidents qui fuyaient un pays pouvaient être enlevés dans un autre et renvoyés pour être torturés ou assassinés. Le Paraguay joua un rôle central dans l'opération Condor, servant de centre de coordination et d'archivage pour les activités du réseau. Les documents du fameux Archive de la Terreur, découverts à Asunción en 1992, révélèrent l'ampleur de cette coopération criminelle, incluant des registres détaillés d'arrestations, de tortures et d'échanges de prisonniers entre les pays participants. Ces documents constituent l'une des preuves les plus complètes des crimes commis par les dictatures sud-américaines durant cette période. Le régime de Stroessner se caractérisa également par le refuge qu'il offrit à certains des criminels les plus recherchés du monde. Le Paraguay devint une destination privilégiée pour des nazis en fuite, dont le tristement célèbre Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz responsable d'expériences mortelles sur des prisonniers du camp de concentration. Mengele vécut au Paraguay pendant plusieurs années sous la protection implicite du gouvernement, avant de finalement s'installer au Brésil, où il mourut en 1979. La présence de ces criminels de guerre n'était pas accidentelle. Stroessner, lui-même d'ascendance allemande, sympathisait avec l'idéologie nazie, ou du moins voyait un intérêt à offrir refuge à ces fugitifs. De plus, ces individus apportaient souvent avec eux des ressources financières et des connexions internationales qui profitaient au régime. La communauté allemande au Paraguay, y compris des éléments au passé nazi, jouissait d'une position privilégiée sous le stronisme. Au fil des décennies, le régime de Stroessner développa une sorte de stabilité perverse. Contrairement à de nombreuses dictatures intrinsèquement instables, le stronisme parvint à se perpétuer durant 35 ans grâce à une combinaison de répression efficace, de cooptation économique, de soutien international et de fragmentation de toute opposition organisée. Pour de nombreux Paraguayens ayant grandi sous le régime, la dictature était simplement la réalité normale, et toute alternative semblait impensable ou terrifiante. Les années 70 marquèrent simultanément l'apogée et le début du lent déclin du régime de Stroessner. Durant cette décennie, le dictateur semblait plus puissant que jamais, avec un contrôle absolu sur toutes les institutions de l'État paraguayen et le soutien inconditionnel des États-Unis dans le contexte de la guerre froide. Cependant, sous cette apparente stabilité, s'accumulaient des tensions qui mèneraient éventuellement à l'effondrement du régime. Le projet le plus emblématique de cette époque fut la construction du barrage hydroélectrique d'Itaipú, une entreprise conjointe entre le Paraguay et le Brésil qui deviendrait la plus grande centrale hydroélectrique du monde à l'époque. Débutée en 1975 et inaugurée en 1984, Itaipú transforma l'économie paraguayenne de manière profonde et contradictoire. D'un côté, elle généra un boom économique temporaire bénéficiant aux secteurs liés à la construction et aux services. De l'autre, les bénéfices du projet furent principalement captés par l'élite du régime et ses partenaires brésiliens. La construction d'Itaipú attira des milliers de travailleurs paraguayens et brésiliens, créant une prospérité éphémère dans la région frontalière. Les villes de Ciudad del Este et Foz do Iguaçu connurent une croissance explosive, devenant des centres de commerce, tant légales qu'illégales. Cependant, une fois la construction terminée, des milliers de travailleurs se retrouvèrent au chômage, et la bulle économique se dégonfla brutalement. Il resta une économie plus dépendante que jamais des exportations d'électricité vers le Brésil, selon des termes négociés dans des conditions extrêmement défavorables pour le Paraguay. Le traité d'Itaipú, signé en 1973, établissait des conditions que de nombreux Paraguayens jugeaient préjudiciables aux intérêts nationaux. Le Paraguay était contraint de vendre son excédent d'énergie exclusivement au Brésil, à des prix bien inférieurs à ceux du marché, sans pouvoir commercialiser directement sa part de production sur d'autres marchés. Ces clauses engendrèrent un ressentiment durable et alimentèrent les accusations selon lesquelles Stroessner aurait bradé la souveraineté nationale en échange d'avantages personnels et politiques. Durant les années 70,
La répression politique se poursuivit avec la même intensité que toujours, mais désormais coordonnée avec les autres dictatures du cône sud via l'opération Condor. Les archives révèlent que le Paraguay ne participait pas seulement activement à ce réseau criminel, mais servait aussi de centre logistique où l'on traitait les informations sur les dissidents de toute la région. Pastor Coronel, le redouté chef de la police politique, maintenait un contact régulier avec ses homologues en Argentine, au Chili, au Brésil et en Uruguay. Les victimes de la répression stroniste appartenaient à tous les secteurs de la société paraguayenne. Paysans réclamant des terres, ouvriers tentant d'organiser des syndicats indépendants, étudiants protestant contre le régime, professionnels exprimant des opinions critiques. Tous étaient susceptibles d'être arrêtés, torturés ou portés disparus. Les estimations sur le nombre total de victimes varient, mais on évalue qu'au moins 3000 personnes furent assassinées ou disparurent durant les 35 années du régime, tandis que des dizaines de milliers furent détenus et torturés. La communauté paysanne des ligues agraires fit l'objet d'une répression particulièrement brutale durant les années 1970. Ces organisations, inspirées de la théologie de la libération et soutenues par des secteurs progressistes de l'Église catholique, tentaient d'améliorer les conditions de vie des paysans paraguayens par l'organisation communautaire et l'éducation populaire. Pour le régime, cela constituait une menace subversive devant être éliminée. Entre 1975 et 1976, une campagne systématique de répression détruisit les ligues agraires, avec des centaines de paysans arrêtés, torturés et certains assassinés. L'Église catholique devint de plus en plus une voix d'opposition durant ces années. L'évêque de Misiones, Ramón Bogarín Argaña, et d'autres prélats commencèrent à dénoncer publiquement les violations des droits humains. Le régime répondit par une campagne d'intimidation incluant l'expulsion de prêtres étrangers, le harcèlement de religieux paraguayens et des attaques dans les médias contrôlés par le gouvernement. Cependant, l'Église était trop puissante pour être complètement réduite au silence, et ces dénonciations contribuèrent à éroder la légitimité du régime tant sur le plan interne qu'international. Le contexte international commença à évoluer défavorablement pour Stroessner à la fin des années 70. L'arrivée de Jimmy Carter à la présidence des États-Unis en 1977 apporta un nouvel accent sur les droits humains qui compliquait les relations avec les dictatures latino-américaines. Bien que les États-Unis n'aient jamais totalement retiré leur soutien à Stroessner, les pressions pour libéraliser le régime devinrent plus fréquentes. Le Paraguay fut inclus dans les listes de pays violant les droits humains, et l'aide militaire fut conditionnée à des améliorations que le régime se montrait réticent à mettre en œuvre. La transition démocratique dans les pays voisins durant les années 80 accentua encore l'isolement de Stroessner. L'Argentine retrouva la démocratie en 1983, le Brésil entama son ouverture politique progressive et l'Uruguay revint à un gouvernement civil en 1985. Le Paraguay demeurait un anachronisme autoritaire dans une région avançant, quoique imparfaitement, vers la démocratie. Cette situation ne générait pas seulement des pressions externes, mais alimentait également les attentes de changement au sein même du Paraguay. L'économie paraguayenne entra en crise durant les années 80, affectée par la récession mondiale, la chute des prix des matières premières et la fin du boom de la construction d'Itaipú. La contrebande, bien que toujours importante, ne pouvait compenser la détérioration générale de la situation économique. L'inflation augmenta, le chômage progressa, et les conditions de vie de la majorité des Paraguayens se dégradèrent notablement. Cette crise économique érodait l'une des bases de légitimité du régime, sa prétention à assurer stabilité et progrès matériel. Au sein du Parti Colorado, des tensions commençaient à surgir entre différentes factions. Le régime avait toujours reposé sur un équilibre soigneux entre l'armée, le parti et les intérêts économiques liés au pouvoir. Mais après 3 décennies de stronisme, cet équilibre devenait de plus en plus difficile à maintenir. Une génération plus jeune de dirigeants coloradistes commençait à questionner, quoique encore discrètement, la perpétuation indéfinie de Stroessner au pouvoir. La question de la succession devint un enjeu de plus en plus urgent à mesure que Stroessner vieillissait. Le dictateur, qui avait fêté ses 70 ans en 1982, montrait des signes de déclin physique tout en gardant fermement les rênes du pouvoir. 2 factions principales émergèrent au sein du régime, les traditionalistes, favorables à une succession suivant les voies établies du parti et de l'armée, et les militants, un groupe plus radical mené par le propre fils du dictateur, Gustavo Stroessner, qui cherchait à perpétuer le pouvoir de la famille. Gustavo Stroessner, colonel de l'armée paraguayenne, représentait tout ce que de nombreux officiers vétérans méprisaient. Un homme ayant gravi les échelons non par mérite propre, mais parce qu'il était le fils du dictateur, connu pour son arrogance et ses affaires douteuses. Son influence croissante suscitait le ressentiment des militaires de carrière, qui voyaient leur propre position et prérogatives menacées. Cette tension entre la famille Stroessner et l'establishment militaire traditionnel serait cruciale dans les événements menant à la chute du régime. Le général Andrés Rodríguez, beau-père par alliance de Stroessner et commandant du premier corps d'armée,
l'unité militaire la plus puissante du pays, devint le centre des mécontentements croissants. Rodriguez avait été un pilier du régime durant des décennies, s'enrichissant énormément grâce à la contrebande et à d'autres affaires illicites. Cependant, sa relation avec Stroessner se détériora à mesure que la faction militante, menée par Gustavo Stroessner, gagnait en influence et menaçait la position des traditionalistes. En 1988, la situation politique au Paraguay avait atteint un point de rupture. Les élections de février de cette année-là, où Stroessner fut une fois de plus réélu avec le pourcentage habituellement absurde, furent plus critiquées que jamais, tant sur le plan interne qu'international. L'opposition, bien que fragmentée et faible, s'était faite plus vocale. Les mouvements sociaux, en particulier les paysans et les travailleurs urbains, commençaient à se mobiliser plus fréquemment. L'Église poursuivait ses dénonciations. Et au sein même du régime, les fissures devenaient de plus en plus évidentes. L'élément déclencheur de la crise finale fut la décision de Stroessner de forcer la retraite de plusieurs généraux vétérans afin de faire place à des officiers plus jeunes, loyaux à la faction militante. Parmi les personnes touchées figurait le général Rodriguez, dont la mise à la retraite aurait éliminé le dernier contrepoids significatif au pouvoir des Stroessner. Rodriguez, confronté à la perspective de perdre non seulement sa position mais possiblement sa liberté et sa fortune, décida d'agir. Dans la nuit du 3 février 1989, les troupes du premier corps d'armée sous le commandement de Rodriguez se soulevèrent contre le gouvernement. Les combats furent brefs mais intenses, se concentrant principalement à Asunción et ses environs. Les unités loyales à Stroessner, prises par surprise et numériquement inférieures, furent rapidement vaincues. On estime qu'entre 200 et 300 personnes moururent durant ces quelques heures d'affrontement. Stroessner, âgé de 76 ans au moment du coup d'État, se réfugia d'abord dans le bâtiment du commandement de la police. Encerclé par les forces de Rodriguez et abandonné par la plupart de ses anciens alliés, le dictateur finit par accepter de se rendre en échange de garanties pour sa vie et celle de sa famille. Le 4 février, il fut escorté jusqu'à l'aéroport et mis dans un avion en direction du Brésil, le pays qui lui offrirait refuge pour les 17 années restantes de sa vie. La chute de Stroessner fut accueillie par des célébrations massives dans les rues d'Asunción et d'autres villes paraguayennes. Après 35 ans de dictature, de nombreux Paraguayens expérimentaient pour la première fois le sentiment de liberté politique. Les prisonniers politiques furent libérés, les exilés commencèrent à rentrer, et l'état de siège, en vigueur avec de brèves interruptions durant toute la durée du régime, fut levé. Cependant, la transition démocratique paraguayenne fut dès le départ limitée et contradictoire. Le général Rodriguez n'était pas un démocrate convaincu mais un produit du même système qu'il venait de renverser. Son coup d'État avait été motivé davantage par l'autopréservation que par des idéaux démocratiques. Le Parti Colorado resta au pouvoir, et bon nombre des fonctionnaires et structures du stronisme survécurent intacts. Ce qui changea, ce fut le style de gouvernement plutôt que sa substance fondamentale. Rodriguez convoqua des élections pour mai 1989, qu'il remporta facilement au terme d'un processus qui, bien que plus ouvert que sous Stroessner, était loin d'être authentiquement démocratique. Le Parti Colorado conserva son hégémonie, et la transition fut soigneusement contrôlée pour protéger les intérêts de ceux qui avaient bénéficié de l'ancien régime. Les appels à une véritable reddition de comptes pour les crimes du stronisme furent systématiquement bloqués ou dilués. L'exil de Stroessner au Brésil fut confortable et protégé. Il s'installa à Brasilia, où il vécut dans une résidence luxueuse entourée de proches et de quelques anciens collaborateurs l'ayant accompagné en exil. Le gouvernement brésilien rejeta à plusieurs reprises les demandes d'extradition présentées par le Paraguay, invoquant des raisons humanitaires ou juridiques selon les circonstances. Ce refus garantit que Stroessner ne fasse jamais face à un procès pour ses crimes. En exil, Stroessner maintint une routine tranquille, éloigné de la politique active, mais suivant de près les événements au Paraguay. Il recevait des visiteurs, principalement des admirateurs nostalgiques et des membres de sa famille, et accordait occasionnellement des entretiens dans lesquels il défendait son héritage et niait toute responsabilité dans les violations des droits humains. Jusqu'à la fin de ses jours, il insista sur le fait qu'il avait sauvé le Paraguay du communisme et que son gouvernement avait apporté progrès et stabilité au pays. La santé de Stroessner se détériora progressivement durant ses années d'exil. Il subit plusieurs accidents vasculaires cérébraux qui affectèrent sa mobilité et sa capacité à communiquer. Vers la fin, il était confiné à un fauteuil roulant et pouvait à peine parler. Le 16 août 2006, Alfredo Stroessner mourut à Brasilia, à 93 ans, sans avoir jamais été jugé pour ses crimes. La mort de Stroessner provoqua des réactions contrastées au Paraguay. Ses partisans, encore nombreux, le pleurèrent comme un grand homme d'État ayant apporté la stabilité au pays. Ses victimes et les défenseurs des droits humains regrettèrent qu'il ait échappé à la justice terrestre. Le gouvernement paraguayen, alors présidé par Nicanor Duarte Frutos du Parti Colorado, adopta une position ambiguë, refusant d'accorder des honneurs d'État à l'ex-dictateur, mais sans condamner explicitement son héritage.
Le corps de Stroessner fut incinéré au Brésil, et ses cendres restèrent d'abord dans ce pays, dans l'incertitude quant à savoir si elles seraient bienvenues au Paraguay. Finalement, elles furent transférées au Paraguay et enterrées lors d'une cérémonie privée dans un cimetière d'Asunción. Il n'y eut ni funérailles d'État ni honneur militaire, un contraste notable avec le faste ayant entouré le dictateur durant ses décennies au pouvoir. Le processus de justice transitionnelle au Paraguay a été douloureusement lent et incomplet. La commission Vérité et Justice, établie en 2004, a documenté de manière extensive les crimes du régime stroniste et publié un rapport exhaustif en 2008. Ce rapport établit qu'au moins 19 862 personnes furent arbitrairement détenues durant le régime, qu'au moins 18 772 furent torturées et qu'au moins 59 furent exécutées extrajudiciairement. Cependant, ces chiffres sous-estiment probablement l'ampleur réelle de la répression. Malgré la documentation exhaustive des crimes, les procédures judiciaires contre les responsables ont été rares et majoritairement infructueuses. Beaucoup de perpétrateurs moururent avant d'être jugés, et ceux qui survécurent bénéficièrent de la protection des structures de pouvoir héritées du stronisme. Pastor Coronel, le redouté chef de la police politique, fut condamné en 1998, mais la majorité de ses subordonnés ne firent jamais face à la justice. La découverte du fameux Archive de la Terreur en 1992 fournit des preuves documentaires inestimables sur les crimes du régime. Ces archives, trouvées dans un commissariat de la banlieue d'Asunción, contenaient des tonnes de documents détaillant les opérations de surveillance, de détention et de torture menées non seulement par la dictature paraguayenne, mais par l'ensemble du réseau de l'opération Condor. L'archive a été utilisée dans des procédures judiciaires dans plusieurs pays et a été déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. L'héritage de Stroessner dans la société paraguayenne contemporaine est profondément ambivalent. D'un côté, il existe un consensus formel selon lequel la dictature fut une période de violation systématique des droits humains devant être condamnée. De l'autre, des secteurs importants de la population continuent d'évoquer l'ère stroniste avec nostalgie, rappelant la sécurité et l'ordre qui existaient supposément sous le dictateur. Cette nostalgie est particulièrement forte parmi les générations plus âgées et dans les zones rurales où le clientélisme coloradiste reste fort. Le Parti Colorado, qui gouverna sans interruption de 1947 à 2008, entretint longtemps une relation ambiguë avec son passé stroniste. Bien que se distanciant formellement des aspects les plus répressifs du régime, le parti restait dominé par des figures formées politiquement sous Stroessner et ayant prospéré grâce aux structures de clientélisme qu'il avait établies. Ce n'est que progressivement, et sous la pression des générations plus jeunes, que le parti a commencé à confronter plus directement cet héritage. La victoire de Fernando Lugo aux élections présidentielles de 2008 représenta le premier triomphe de l'opposition en plus de 6 décennies d'hégémonie coloradiste. Lugo, un ex-évêque catholique identifié à la théologie de la libération, promit une rupture plus décisive avec le passé stroniste. Cependant, son gouvernement fit face à d'énormes obstacles, notamment un congrès dominé par les coloradistes et leurs alliés, et il fut destitué lors d'un procès politique controversé en 2012. Le Parti Colorado revint au pouvoir et gouverne depuis lors, démontrant la persistance des structures politiques héritées du stronisme. Les conséquences sociales et économiques de 35 années de dictature continuent de marquer profondément le Paraguay contemporain. Le pays reste l'un des plus inégalitaires d'Amérique latine, avec une concentration extrême des terres et des richesses entre les mains d'une petite élite. Les structures de corruption et de clientélisme établies sous Stroessner se sont révélées extraordinairement résistantes au changement. La contrebande et d'autres activités illégales demeurent des composantes significatives de l'économie. La culture politique paraguayenne porte également les marques du stronisme. La méfiance envers les institutions démocratiques, la tolérance envers l'autoritarisme, l'acceptation de la corruption comme quelque chose d'inévitable sont des attitudes cultivées pendant des décennies de dictature et qui ne disparaissent pas facilement. La construction d'une culture démocratique authentique est un processus qui nécessitera des générations. L'impact psychologique de la répression sur les victimes et leurs familles constitue une autre dimension de l'héritage stroniste qui commence tout juste à être abordée. Pendant des décennies, parler de ce qui s'était passé durant la dictature était tabou dans de nombreuses familles et communautés. Le silence protégeait de la douleur mais empêchait également le traitement du traumatisme. Ce n'est que récemment, grâce au travail d'organisation de défense des droits humains et de survivants, que ces histoires commencent à être racontées et reconnues. L'enseignement sur la période stroniste dans les écoles paraguayennes a été insuffisant et souvent déformé. Pendant des années, les manuels scolaires minimisaient ou ignoraient les crimes du régime, présentant Stroessner comme un dirigeant ayant apporté le progrès au pays. Bien qu'il y ait eu des améliorations ces dernières années, avec l'intégration de contenus sur les droits humains et la mémoire historique, une résistance significative persiste face à un enseignement critique de cette période.
Sur le plan international, le régime de Stroessner est considéré comme l'un des plus longs et des plus répressifs du XXe siècle latino-américain. Sa durée de 35 ans dépasse largement la plupart des autres dictatures de la région. Seul Fidel Castro à Cuba gouverna plus longtemps dans l'hémisphère occidental, bien que dans un contexte idéologique complètement différent. Cette longévité fut rendue possible grâce à une combinaison de facteurs: l'efficacité de la répression, la cooptation économique de larges secteurs, le soutien international durant la guerre froide et la faiblesse structurelle de l'opposition. Le stronisme est également connu pour son rôle dans le réseau de l'opération Condor, l'une des expériences les plus sinistres de coopération criminelle entre États de l'histoire latino-américaine. Les archives découvertes au Paraguay ont été fondamentales pour comprendre le fonctionnement de ce réseau et pour traduire certains de ses responsables en justice dans des pays comme l'Argentine et le Chili. En ce sens, l'héritage documentaire du stronisme a paradoxalement contribué aux efforts de mémoire et de justice dans toute la région. L'expérience paraguayenne sous Stroessner offre des leçons importantes sur la nature de l'autoritarisme et les défis de la démocratisation. Elle démontre comment un régime peut se maintenir au pouvoir pendant des décennies en combinant répression sélective, cooptation économique et manipulation des formes démocratiques. Elle illustre également comment les transitions depuis l'autoritarisme peuvent être incomplètes et comment les structures de l'ancien régime peuvent survivre et s'adapter à de nouvelles circonstances. La leçon la plus troublante du stronisme est peut-être à quel point une société peut facilement s'habituer à vivre sous la dictature. Des générations entières de Paraguayens grandirent sans connaître autre chose, et pour beaucoup d'entre eux, le régime n'était pas perçu comme oppressif, mais simplement comme la réalité normale. Cette normalisation de l'autoritarisme est l'un de ses effets les plus pernicieux et les plus difficiles à inverser. Le régime d'Alfredo Stroessner fut, en définitive, l'une des expériences les plus traumatisantes de l'histoire paraguayenne. Durant 35 ans, un pays entier fut soumis à un système de contrôle politique pénétrant tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle. Des milliers de personnes payèrent de leur vie, de leur liberté ou de leur intégrité physique le prix de l'opposition ou simplement du soupçon. Des millions d'autres vécurent dans un état de peur et d'autocensure qui déforma profondément la société paraguayenne. Et pourtant, ce régime de terreur parvint pendant longtemps à se présenter comme un gouvernement légitime et fut soutenu par des puissances occidentales qui proclamaient défendre la liberté et la démocratie. Cette contradiction entre la rhétorique et la pratique de la politique internationale durant la guerre froide constitue l'une des dimensions les plus révélatrices du cas paraguayen. Aujourd'hui, près de 2 décennies après la mort de Stroessner, le Paraguay continue de lutter pour construire une démocratie authentique sur les décombres du stronisme. C'est un processus difficile, marqué par des avancées et des reculs, par la persistance de vieilles structures et l'émergence de nouvelles forces. Le pays que Stroessner laissa derrière lui est profondément différent de celui qu'il trouva en prenant le pouvoir en 1954, mais les cicatrices de ces 35 années de dictature mettront encore longtemps à guérir complètement. Que pensez-vous d'Alfredo Stroessner ? Sa capacité à se maintenir au pouvoir pendant 35 ans reflète-t-elle son astuce politique ou les faiblesses structurelles de la société paraguayenne ? Comment le Paraguay devrait-il affronter ce passé que beaucoup préfèrent oublier ? N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans la section commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer d'autres histoires sur les personnages les plus sombres de l'histoire. Votre soutien nous aide à continuer nos recherches et à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et à la prochaine vidéo.